Jean-Marie Le Pen n'est plus, de ce monde. Il est, décédé ce jour quand on tourne, donc peut-être, hier si vous regardez la vidéo, le, 7 janvier 2025. Alors énormément de réactions évidemment sur internet. On va parler un petit peu de tout ça, notamment revenir aussi sur le parcours de Jean-Marie Le Pen, sur, qui était, Jean-Marie Le Pen, et on va faire ça avec, Docteur Zoé, qui n'est pas particulièrement spécialiste de Jean-Marie Le Pen, mais qui connaît quand même la vie politique, aussi bien, voire mieux que moi, et qui va pouvoir, nous donner son analyse sur le parcours de Jean-Marie Le Pen et sur même son héritage politique, on va dire. Mmh. Docteur Zoé, comment ça va? Salut, bah, écoutez, moi ça va, hein, mes yeux sont relativement secs, pour Jean-Marie Le Pen. Maintenant, bon, c'est pas non plus, comment dire? Pas non plus une réjouissance, spécialement. Alors, il ne faut pas se réjouir de la mort des gens évidemment, mais tout le monde, se doute ici que c'est notre ennemi politique, immense et depuis, de très, très, très nombreuses décennies. Maintenant on va regarder, Jean-Marie Le Pen, peut-être pas en tant que personne, politique actuellement, parce qu'en fait, ça fait quand même quelques années qu'il est plus, aux commandes, du parti qu'il a fondé, qu'il a plus de responsabilités, qu'il se présente pas à des élections et cetera et cetera. Mais plutôt, voilà, le son histoire, l'héritage, entre le moment où il a fondé son parti et le moment actuel, qu'est-ce qu'on peut en retenir, de ce Jean-Marie Le Pen? Ouais, 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 bah, toi, j'avais l'impression que tu allais dire que tes yeux étaient secs et que tu te réjouissais, mais en fait non, tu es un peu la même position que moi, j'ai l'impression. D'autant plus que je trouve que Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, n'était plus un adversaire politique, dans le sens où il Bah, était oui. plus en politique. C'est-à-dire qu'il a un Mmh. long héritage politique, on va en parler, mais c'est très différent que si aujourd'hui on avait la mort d'Emmanuel Macron, de Mélenchon, même de Marine Le Pen ou de Bardella, qui sont des personnages politiques majeurs, des acteurs politiques majeurs. Jean-Marie Le Pen, c'était un vieux papy, qui allait, mourir un jour, qui avait 96 balais, et qui avait un héritage politique, mais qui n'était plus un acteur de la vie politique. À la limite, moi, j'avais une take un peu qui était un peu du troll, hein, mais c'était de dire que Jean-Marie Le Pen, il servait quand même, parfois, entre 2 tours, à ramener sur, le tapis tout son héritage politique dégueulasse, et à montrer aux gens ce qu'était le Rassemblement national. Et presque la mort de Jean-Marie Le Pen, au final, va servir, je pense, le Rassemblement national, parce que ils vont pouvoir dire: «Bah, regardez, la gauche, ils se réjouissent». Déjà, ils vont dire ça, alors je pense qu'il y a pas tant de monde que ça à gauche qui va, déboucher le champagne ce soir, suite à la mort de Jean-Marie Le Pen. Et ils vont pouvoir dire: «Ben oui, on a changé depuis l'époque de Jean-Marie Le Pen, qui n'est plus de ce monde». Ils vont dire que voilà, le Rassemblement national n'est plus du tout ce qu'a été, le, Front national. Du coup, on va se mater juste une courte vidéo qui, résume, l'histoire, de Jean-Marie Le Pen, sur Le Parisien. Donc, ça dure 2 petites minutes, on va mater ça. À l'âge de 96 ans. Le cofondateur du Front National, devenu Rassemblement National, avait vu son état de santé se dégrader au cours des dernières années. Jean-Marie Le Pen avait fondé le Front National, parti nationaliste d'extrême droite, en 1972, avec un discours porté essentiellement contre l'immigration et l'insécurité. Jean-Marie Alors ouais, il y avait ça, et puis il y avait aussi, quand même, là, il passe vite dessus, je sais pas si vous en parlez après, le côté, il y avait quand même des anciens SS dans la fondation, hein, du Oui, Rassemblement national, hein, ce qui n'est oui. pas rien. Des Mmh mh. membres de l'OAS, enfin, il y avait, au-delà d'un discours juste, immigration sceptique, toute, la plus grosse brochette de réactionnaires, de racistes, de, néocolons, enfin voilà, il y avait tout ça, et puis il y avait aussi un discours à l'époque, qui était, ultra-libéral, hein, Le Pen se voulait le Ronald Reagan français, quoi. Mmh. Le Pen a été candidat à l'élection présidentielle à 5 reprises. En 2002, il accède au second tour face au président sortant Jacques Chirac. Ouais. Élu plus jeune député en 1956 à l'âge de 27 ans, il a rendu son dernier mandat, celui de parlementaire européen, 63 ans plus tard, en juillet. Putain, c'est le délire, hein. C'est le délire, et Ouais. c'est là aussi qu'on voit quelque chose je trouve dans le Rassemblement national qui saute aux yeux, c'est ce côté, dynastie, tu vois? C'est quand même très bizarre, hein. C'est Mmh. c'est c'est très, très étonnant d'avoir il y a un seul parti en France qui est comme ça, où il y a une dynastie. Alors si, il y en a un petit peu, il y a un peu ça quand même,
Ça va pas ça va pas plaire aux camarades du PCF, mais il y a un peu ça au PCF aussi, tu sais, Oui. d'avoir, le fils de Georges Marchais, Mmh. machin qui te dit: «Mes grands-parents étaient au PCF». Il y a beaucoup une dynastie comme ça aussi, mais pas forcément dans le pouvoir directement, même si dans les hautes sphères du PCF, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des parents qui étaient au PCF et des grands-parents qui étaient au PCF. Hem, mais bon, c'est quand même moins cadenassé, on va dire, que le Rassemblement national. Ouais et puis, bon le PCF, tu quand même, tu quand même plus de gens qui sont adhérents qu'au FN qui en fait est un parti, même encore maintenant, hein, qui sont des partis qui ont pas une grosse assise, militante locale, sauf dans des coins, particuliers de France. Et d'ailleurs, on le constate, on l'a constaté à la dernière, aux 2 dernières campagnes qu'on a fait coup sur coup là aux européennes et aux législatives. Les mecs gagnent sans faire campagne quand même, hein, globalement. Ouais. Juillet 2019. Je suis dans la dernière ligne droite. Au cours de sa carrière, Jean-Marie Le Pen n'a jamais exprimé aucun regret pour ses nombreux propos polémiques qui lui ont valu des accusations de racisme, d'homophobie et d'antisémitisme. Comme lorsqu'il Ouais. a affirmé en 1987 que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Les camps de Ouais, ouais, bah, ça, ces propos, on les connaît de Le Pen, mais j'ai juste un peu de mal, moi, je trouve, à présenter Le Pen juste comme quelqu'un que tu sais, qui aurait fait des dérapages, tu vois? C'est Oui. même pas vraiment ça le problème, tu vois? Il y a plein de gens qui ont fait des dérapages, alors il a fait des dérapages abjects, hein, mais c'est qu'il a fait avancer ces idées-là dans le débat public et il a fait des actions très concrètes, notamment pendant la guerre d'Algérie, de, d'actes, alors je sais pas comment c'est qualifié, je veux pas le diffamer, si c'est de la torture, si c'est de la barbarie ou des choses comme ça, mais bon, allez voir rien que son Wikipédia, hein, où il vous explique très clairement, ce que faisait, Jean-Marie Le Pen pendant la guerre d'Algérie sur des prisonniers de guerre, quoi. Donc il y a des actes et il y a l'avancée, très concrète, d'idées racistes qui ont, abouti à aujourd'hui ce qu'on voit avec de la maltraitance envers, je sais pas, des personnes migrantes, envers, quand on voit Bruno Retailleau qui aujourd'hui, hein, le jour de la mort de Jean-Marie Le Pen, nous explique que, ouais, faut quand même interdire, aux femmes voilées, les sorties scolaires, des choses comme ça. On est en train de parler de gens qui t'expliquent que, bah, si tu es une maman et que tu es voilée, bah, tu vas pas pouvoir emmener ton enfant, à la piscine ou dans une sortie scolaire quelconque. C'est des choses qui sont très concrètes, quoi. C'est pas juste un dérapage comme ça un jour d'un gars bourré, autour d'une table, tu vois? Ah ouais et ça a été sa constance, à Jean-Marie Le Pen de pointer toujours une minorité qui est pas en position, dominante dans la société, pour lui taper sur la gueule. Ça a été vraiment sa ligne de conduite et ce qui définit, en partie l'extrême droite, hein, à mon sens, hein. C'est cette, manière de pointer des groupes qui sont des groupes dominés, et de leur faire porter, tous, les problèmes de la France et cetera pour ne surtout ne jamais se poser la question, de l'ordre social, de la place dans le rapport de production, de qui détient réellement le pouvoir et cetera, c'est-à-dire la bourgeoisie. Et là, ils sont passés très vite sur alors moi, pareil comme toi, ça me saoule qu'ils parlent de dérapage. Tu sais, tu l'impression que le mec, il marche très droit et d'un coup, poup, il dérape alors qu'en fait, c'est pas ça. C'était vraiment sa ligne politique et aussi sa stratégie de communication, de dire des trucs qui étaient très choquants et cetera. Là, quand on parle des années, 80 notamment, hein, où il a été très connu pour faire ces dérapages-là, c'est, une époque où l'extrême droite en France est extrêmement faible. Et du coup, lui, il est dans une stratégie d'essayer de percer, en fait, hein, enfin de voilà, d'attirer la lumière sur lui. Alors, il y avait tout un contexte avec Mitterrand qui avait un intérêt stratégique pour affaiblir la droite, à favoriser aussi un peu, hein, une montée, du FN et cetera. Et dans les dérapages qui sont dits, sur l'homosexualité notamment, donc il a dit des trucs immondes et particulièrement dans les années 80-90 quand il y a eu l'épidémie de sida, à l'époque où, on n'avait pas, les traitements qu'on a aujourd'hui. Alors ça reste pas cool d'attraper le sida actuellement, hein, évidemment, mais aujourd'hui on a des traitements, qui ont moins d'effets secondaires que, les premiers traitements qui sont sortis dans les années 90 et surtout qui permettent, enfin je veux dire moi dans mes patients, j'ai des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont sous traitement, porteurs du sida et qui vont bien, et qui ne transmettent pas le sida à leur partenaire parce que leur charge virale est indétectable. Voilà, on a fait des avancées de dingue sur le sida. Je dis ça pour dire qu'à l'époque, ça touchait préférentiellement les communautés gays, et les personnes toxicomanes, intraveineuses, et Jean-Marie Le Pen appelait les personnes, séropositives, au VIH des sidaïques. Enfin, il était vraiment, immonde, immonde, immonde. C'est sa constance, hein, il a été immonde tout le temps. Bah, oui, oui, c'est ça. Bah, c'est vrai que quand ils disent dérapage, tu sais, on a l'impression que c'est Thibaut InShape qui, Ouais. dérape de temps en temps et qui fait une punchline, tu sais? Non, Mmh. non, c'est un type, c'était sa ligne politique, c'était très réfléchi,
Voilà quoi, c'est très concret en fait, Mmh. c'est pas juste le tonton bourré quoi. Ouais, carrément. Concentration, où moururent par millions juifs, tziganes, chrétiens et patriotes de toute l'Europe. Et les méthodes employées pour mettre à mort les détenus, pendaisons, fusillades, piqûres, chambres à gaz, traitements inhumains, privations, constituèrent un chapitre, une partie, un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, comme en témoigne d'ailleurs Ouais, c'est pas clair du tout, hein. Le Mmh. le gars en fait fait comme si, Tu remarqueras qu'il a pas cité les communistes, il ouais, dit il a cité patriotes. patriote et catholique, et chrétien, tu vois? Ouais, ouais, Il peut arriver aussi, mais bon, il y a quand même plus de communistes, je pense, que de chrétiens, tués pour leur christianisme, tu vois? Dans les camps de concentration, tu vois? évidemment, Heu et évidemment. puis et puis oui, quand il parle de détails, ce qui est choquant là-dedans, c'est que, en fait, la spécificité presque de la Shoah, des chambres à gaz et tout ça, c'est d'avoir tu sais, une pensée, d'industrialisation de la mort, tu vois? Ouais, C'est pas je en fait, évidemment, quand tu meurs du typhus ou que tu meurs dans une chambre à gaz, en réalité, pour toi et pour ta famille, dans les 2 cas, c'est horrible, tu vois? Mais quand tu meurs du typhus, on peut dire: «Bon, c'est pas forcément fait exprès, machin, ils ont mis les gars dans des conditions de merde et tout» et dans l'histoire de l'humanité, ça s'est souvent fait dans des camps de prisonniers. Par mmh, contre, tenir un tableur Excel en disant: «Ouais, on va tuer, 80 mecs avec une chambre à gaz aujourd'hui, et puis on fait à tour de rôle», tu vois? Enfin, c'est une industrialisation de la mort qui est tout à fait mmh. différente et c'est en ça justement que c'est pas un détail de l'histoire, tu vois? Et je trouve ça aberrant, tu vois, d'avoir tenu ces propos et de les avoir assumés jusqu'à la fin parce que jamais Jean-Marie Le Pen s'est excusé de ces propos-là, tu vois? Ni est revenu dessus alors que c'est évident que c'est faux, tu vois? Oui, oui évidemment, enfin, je veux dire la Shoah, l'extermination, des personnes juives, d'Europe, par les nazis, elle s'est pas faite que par les chambres à gaz. En Europe de l'Est, c'était la Shoah par balle, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait, où, il y avait, des régiments SS, essentiellement, alors qui étaient pas, pareil, hein, on en a toujours une image, tu sais, où c'est, des grosses brutes, pas éduquées et que si on éduque les gens, maint après, il y aura plus ces problèmes-là et tout. Non, non, hein, les mecs, qui étaient, dans les Einsatzgruppen et cetera, enfin dans les bataillons d'extermination, notamment, en Ukraine, en Biélorussie et cetera, dans tous ces endroits où vraiment la brutalité nazie a été d'un niveau, absolument, hallucinant. Alors ça a été très brutal en France aussi, hein, je veux dire, il y a plein de Français qui sont morts, du fait des nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en proportion, enfin ce qu'ont pris les pays de l'Est, ça n'a rien à voir, que ce soit les personnes juives ou les partisans, enfin voilà, les soldats, les partisans et cetera. Là, bah, ils pouvaient tuer des milliers et des milliers de gens, sur des bords de fosses communes, donc mais en fait, lui, il dit pas ça dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il dit pas: «La Shoah a été multiple» et cetera. Lui, il dit ça pour dire, pour minimiser, en fait, ce fait et pour minimiser, justement cette entreprise. Comment, quand on a une pensée de hiérarchisation des êtres humains, où on se met à cibler un groupe humain en particulier, et à les déterminer comme étant un danger mortel, pour nous, intrinsèquement, biologiquement, qui nous prennent notre espace vital et cetera, qui est, encore une fois, un discours qu'on retrouve, hein, dans la rhétorique du grand remplacement et cetera, aujourd'hui, en fait, hein. Mmh. C'est les mêmes ressorts idéologiques. Comment, quand tu te mets à penser comme ça t'amène à faire des trucs de zinzin, et notamment à te mettre à rationaliser, comment, tu peux, tuer un maximum de gens en utilisant, le moins de moyens humains et matériels possible en un minimum de temps, quoi. Et c'est ça, en fait, lui, qui cherche à minimiser, évidemment. Il y a, quelqu'un dans le chat qui dit: «Plus de 600 oradours, rien qu'en Biélorussie». Oui, Mais c'est ça, nous on en parle souvent en France, d'Oradour-sur-Glane, d'un histoire village qui terrible, hein. est qui est qui est qui est rasé, qui est, avec les gens brûlés dans l'église, enfin voilà, Mmh. le truc affreux. Mais en réalité, ça, dans les pays de l'Est, enfin tous les, quelques dizaines de kilomètres, tu trouves un village qui a terminé comme ça, quoi. Et ça, c'est Évidemment. justement dû, comme tu le disais, à un discours qui ressemble au discours du grand remplacement aujourd'hui, à des discours de hiérarchisation des êtres humains et au fait que les nazis considéraient les Slaves comme des sous-hommes. Mmh. Et d'ailleurs, il y a aussi des chiffres qui sont très, très intéressants sur la mortalité des prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre, alors je vous le dis de tête, mais vous pourrez vérifier, hein. La mortalité des prisonniers de guerre, anglais ou français, par les nazis, c'est genre, 5 tu vois?
C'est pas énorme là. Le but, c'était pas de tuer un gars qui était prisonnier de guerre, un Français ou un Anglais, parce qu'il était considéré comme un occidental, comme un être humain un peu comme les autres, tu vois? Par contre, quand on prend, les prisonniers de guerre soviétiques, il y a 50 à 60. C'est-à-dire qu'il y a un facteur 10 parce que ces mecs-là étaient considérés comme des sous-hommes, tu vois? Mmh. Et ça, c'est la hiérarchisation des êtres humains qui cause ça. Et aujourd'hui, quand on voit des gens qui sont les héritiers, hein, politiques de Jean-Marie Le Pen, tu sais, qui tiennent des discours, sur, les noirs, les arabes et tout, sur une espèce de carte des sur une hiérarchisation des êtres humains, en expliquant qu'en fait, au-delà de la Méditerranée, c'est à moitié des barbares, des animaux, de je ne sais quoi. En fait, ils portent ça en eux. Alors ça ne veut pas dire forcément que les mecs vont aller tuer de leurs mains des noirs et des arabes, tu vois? Mais, leur discours politique peut aboutir dans certaines conditions, dans certaines conditions historiques à, une monstruosité pendant la guerre, tu vois? Et Mmh. à des guerres comme ça, ce qui a été aussi le cas, hein, évidemment dans toute l'histoire coloniale, hein, de considérer, que, les colonisés c'était à moitié des animaux et qu'on savait même pas trop si c'était des êtres humains et donc qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec eux, quoi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, juste pour terminer sur cette histoire terrible, Oradour, c'était un bataillon, SS, qui revenait de l'Est, en fait, qui revenait du front de l'Est, qui a fait ça. Et en fait, eux, ils se sont dit: «Bah, c'est ce qu'on fait d'habitude avant, vous faites pas ça ici. Vous mettez pas tout le monde dans l'église et vous les cramez à coups de lance-flammes. Nous, c'est ce qu'on faisait, tous les jours, pas de problème». Voilà, ce qui explique, ce niveau de violence, qui est qu'on encore une fois, il y a eu beaucoup de violences nazies en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais comme tu l'as dit, Padu, c'est le niveau de ce qui s'est passé à l'Est est en dehors Zoé, de elle a tout, dit en France, c'était du nazisme soft, elle dit, oui, bien pendant la sûr, Seconde Guerre oui, mondiale. évidemment, ouais, c'était du nazisme soft. Non, évidemment que non, hein, bien sûr. C'était l'enfer, mais en tout cas, nous n'étions pas considérés par les nazis, comme un sous-peuple. C'est-à-dire que alors, il y en avait certains d'entre nous, hein, les personnes juives et cetera, les personnes tziganes et tout ça, qui étaient considérés comme des sous-peuples, les communistes, voilà, mais ils avaient un petit peu plus de considération pour le peuple de France, que pour, d'autres peuples, notamment les Slaves. Tous les ouvrages généraux qui y furent consacrés. Ces propos lui ont valu une condamnation judiciaire pour contestation de crimes contre l'humanité. Il a aussi été condamné à plusieurs reprises pour apologie de crimes de guerre, provocation à la haine et à la discrimination. En 2011, Jean-Marie Le Pen a laissé la main du parti à sa fille, Marine. Mais en vrai, c'est un enfer, hein, quand tu prends la rétrospective, là, en 2 minutes, tu comprends ce qu'était quand même ce mec, hein. Ouais, C'est-à-dire que le gars condamné pour avoir contesté des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, enfin, ouais, c'est c'est et c'est je me totalement aberrant d'avoir aujourd'hui quelqu'un comme Marine Le Pen qui est, normalisé, que Darmanin trouve molle, qui au final est dans la continuité quand même de son père malgré, le fait qu'elle fait, essayer de faire profil bas en disant qu'il y a une dédiabolisation dans son parti, hein. mmh, Faut remarquer qu'il y a une continuité quand même dans les cadres historiques et tu sais dans ceux qui soutiennent, dans ceux qui font le service d'orgue, hein, des Frédéric Chatillon, tu sais, des Alex Lousteau, des gens comme ça, tu sais, oui, qui font partie du GUD, qui sont mmh des mh, gens qui sont allés faire signer, des autographes par Léon Degrelle, dans les années 90, un ancien SS. Enfin, mmh. c'est pas des gens qui, sont, mis au banc par, Marine Le Pen, même si elle essaie de pas trop communiquer là-dessus et que, voilà, ça reste un peu dans l'ombre pour pas, que son image soit trop attaquée. Aujourd'hui encore, le Rassemblement national, a ça en lui. Il est ensuite exclu du Front National en 2015. Le parti est alors rebaptisé Rassemblement National. Je suis entré en politique en revenant d'Indochine. J'avais 26 ans, quelque chose comme ça. Je suis entré en quelque sorte dans la seringue et je n'en suis jamais sorti. Voilà, donc Je me voilà, Zoé, est-ce je que me tu as des trucs permets à pas dire avant que du je te ouais. parle de Sophia Aram? Qu'elle nous raconte sur Je tout ça? je voulais juste rajouter un petit truc, parce que la vidéo passe vite dessus, mais c'est l'épisode guerre d'Algérie, parce que là, on a parlé de ses condamnations pour, apologie de crimes contre l'humanité et cetera, incitation à la haine raciale. Il a jamais été condamné pour les actes, de torture, qu'il a reconnus, hein, qu'il a fait en Algérie. En fait, il a reconnu en avoir fait, puis ensuite il s'est rétracté, mais il y a un certain nombre de trucs et notamment, je crois qu'on avait retrouvé son couteau, hein, à son nom, dans une maison, d'un combattant algérien, enfin, je sais même pas si c'était un combattant d'ailleurs, torturé.
permet juste très rapidement de rappeler, je pense que tout le monde le sait en France, mais en vrai pas tant parce qu'on parle très peu de la guerre d'Algérie, je trouve, au vu de ce que ça a été, de ce que ça voulait dire politiquement et surtout de comment ça a une influence sur notre histoire actuelle, sur, la politique actuelle en France, cet épisode. La torture pendant la guerre d'Algérie, c'était pas anecdotique, c'était une méthode, vraiment, instituée par l'armée française, avec des méthodes de torture absolument immondes, avec, l'électricité, l'eau et cetera. Enfin voilà, la torture est toujours immonde bien sûr, hein, mais ça ne date pas que de la guerre d'Algérie parce qu'en fait, la police française avait, des pratiques de torture envers les indigènes en Algérie depuis très, 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 très longtemps. C'est pas du tout une colonisation qui a été douce et cool, l'Algérie, contrairement à ce qu'on entend parfois aujourd'hui, genre on cohabitait et puis il y avait pas de soucis et cetera. Tu te Il y rappelles des avait propos vraiment de une Bruno Retailleau, hein, notre ministre de ouais, l'Intérieur, qui disait quand même que voilà, c'était aussi des belles années, voilà. ouais, c'est ça, c'est ça et donc rappelons quand même qu'il y avait le code de l'indigénat, c'est-à-dire que les personnes, définies comme indigènes, on les appelait les musulmans aussi, les autochtones d'Algérie quoi, n'étaient pas, soumis aux mêmes règles, au même code pénal que, les occidentaux. Que les Européens, colons, en Algérie et ça a été une guerre, extrêmement brutale et Jean-Marie Le Pen heu, acteur, de ça et s'il n'a pas été condamné pour les faits de torture, c'est qu'il y a eu des lois, hein, qui ont été passées. D'abord des décrets en 62, pour faire, une amnistie, des crimes, commis par les membres de l'armée française et qui a été confirmée dans une loi qui a été votée en 68. Donc voilà, il manque quelques lignes, à sa fiche de condamnation, du coup. Bah, oui, oui, j'ai mis là le couteau de Jean-Marie Le Pen, hein, Mmh. de la guerre d'Algérie. Bon, j'aimerais juste, montrer un truc parce que j'ai trouvé ça quand même particulièrement dégueulasse, hein, en cette journée de décès de Jean-Marie Le Pen. Heu, Ce que nous fait Sophia Aram, tu vois? Sophia Aram, hein, c'est la vraie gauche, hein. Elle nous explique, voilà, la gauche a abandonné la laïcité, je sais pas trop quoi. Regarde ce qu'elle tweet le jour du décès de Jean-Marie Le Pen. Qui sont les héritiers? Point d'interrogation. Avec Jean-Marie Le Pen qui dit: «Moi, je suis désolé, je ne suis pas Charlie». Histoire de dire, les héritiers, c'est la gauche qui n'est pas Charlie, qui est à moitié Immonde, hein. antisémite et tout. Non, mais c'est hallucinant de faire ça quand même. Immonde, hein. C'est vraiment, mais Immonde. immonde, hein. À des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui sont visés, qui a quand même subi, 2 tentatives d'assassinat, qui a eu, sa maison, incendiée il y a pas longtemps. Enfin, c'est pas incendié d'ailleurs, c'était, Non, tagué. avec tagué «Nique les Arabes» ou je sais pas trop quoi sur les Mmh. murs et puis, cambriolé ou un truc du genre. Mmh. Heu, enfin, c'est quand même hallucinant de faire ça, quoi. Oui, oui, ça tente, elle tente elle tente un rapprochement de façon bon, c'est pas la première fois que Sophia Aram, dit des trucs, immondes, hein, donc voilà, ça continue, c'est dans sa veine, Elle est bien meilleure, diseuse d'immondices que humoriste, voilà mon avis. Ouais et puis on lui rappelle quand même qu'elle, elle fait des photos avec, elle fait des photos avec Mila, Oui. hein. Mila qui écrit des trucs du type, «Avec mon copain, on rêve de partir vivre ensemble dans un autre pays dès qu'on aura les moyens. Un apostat transgenre et une blasphématrice. Ça ne survit plus en France avec l'islamisme et l'immigration massive». Elle nous dit quoi? «Prochain vélo, j'accroche un saucisson sur le guidon». Heu, Ah mais ça va encore parce que tu sais, il y a des moments où elle trouve ça super, qu'on accroche des gens, à des poteaux, ouais, des Palestiniens à qui des poteaux, ouais, voilà, c'est ça. elle voulait voir Elle a des trop photos envie de voir ça, des de personnes arabes. Palestiniens, Ouais, des personnes scotchés arabes à des accrochées. poteaux, ouais. Ouais, c'est ça, elle a trop envie de voir ça. Mais ça, c'est pas Donc les héritiers politiques de Jean-Marie Le Pen, selon Sophie Aram. Les vrais héritiers politiques, c'est Jean-Luc Mélenchon, quoi, j'imagine, hein. quelle honte, hein. Bon, on parlera de Charlie Hebdo dans une autre capsule, mais quelle honte, hein. Honte Ouais. à elle. Ah bah, tiens, d'ailleurs, on peut juste parler, de Plantu. Ouais. Oh putain, Plantu qui a fait moi ce j'ai peur. dessin-là. Jean-Marie Le Pen n'est pas mort avec la tête de Jean-Luc Mélenchon dessus. Putain. Non mais tu le niveau du gars, quoi? Lui, il est né avant la honte, hein. Non Quelle mais honte, hein. c'est avec, une comparaison entre, Jean-Luc Mélenchon qui dit: «L'antisémitisme reste résiduel en France» et Jean-Marie Le Pen qui dit: «Les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale». Comme si c'était comparable, tu vois? Mmh. Comme si c'était comparable. La formule de Mélenchon, c'est une formule qui est sûrement mauvaise, tu vois? Je pense que Ouais, la c'est formule pas est à chier, c'est pas le truc à dire. Après, il s'explique de ça.
Ça dépend en Bah, fait. Tu peux mettre des échelles tout le temps. Tu peux dire évidemment que par rapport à l'Allemagne nazie, l'antisémitisme en France aujourd'hui, c'est pas la même chose. Par contre, dire Oui, ça au moment où il l'a dit, c'était pas l'idée du siècle. Surtout qu'il y avait un regain d'actes antisémites. Voilà, c'était pas le truc à faire. C'est pas non plus dans le programme du NFP, c'est pas dans le programme de la France Insoumise. Je trouve que c'est pas très très intéressant d'en faire un fait politique, tu vois. Alors que oui, par contre, Jean-Marie Le Pen, je suis désolé, mais son histoire, de point de détail de l'histoire, c'est quelque chose qu'il a toujours assumé. Mmh. Et c'est quelque chose qui est dans la continuité de la formation du du Front National et de ce qu'a été le Front National, tu vois. Tu vois, Mmh. les négationnistes de France, ils votaient pas Jean-Luc Mélenchon, ils votaient Jean-Marie Le Pen, tu vois. Et c'est ça Ouais. la différence quand même. Et Plantu qui vient nous faire ça, enfin c'est vraiment dégueulasse, quoi. Je suis désolé, mais c'est hallucinant, quoi. Oui, oui, bien sûr. Honte à toi, Plantu, hein. C'est régulièrement on se dit ça, mais encore aujourd'hui, honte à toi. Ouais. Bon, bah voilà, je sais pas si on a d'autres choses à dire sur cette capsule. Non, Jean-Marie Le Pen est mort, ça devait arriver, 96 ans, il a vécu longtemps, plus de 60 ans de carrière politique. Je le rappelle que, les gens qui ne sont pas des grands bourgeois qui vivent au château de Montretout, en général, ne meurent pas à 96 ans, même si ça peut arriver. Il y a aussi un gradient d'âge, hein, en fonction de la classe sociale, on l'a pas beaucoup redit. Mais la famille Le Pen est une dynastie politique, mais c'est aussi une dynastie de bourgeois, qui sont de grands propriétaires et cetera et cetera. Voilà, c'est précis. Ouais, ouais, ouais. Bah, sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee comme d'habitude. Je vous invite à vous abonner au Twitter de Dr Zoé, Dr Zoé _. Je vous invite aussi à vous abonner sur cette chaîne et sur la chaîne principale et à aller voir la vidéo sur le graphique qu'on a fait avec Position Revue, qui est peut-être la vidéo la plus importante de ce mois de janvier, Oui. parce qu'on va la réutiliser souvent en fait. Position Revue travaille depuis très longtemps sur un graphique qui permet de comprendre un peu les rapports sociaux dans lesquels se trouvent certaines catégories socio-professionnelles, et donc d'essayer de comprendre comment ces gens-là peuvent voir le monde et peuvent s'activer au niveau politique. Par exemple, évidemment que quelqu'un qui a, je sais pas, une entreprise de plus de 10 salariés va pas penser comme un travailleur agricole, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a plus de 10 salariés dans une entreprise, ben, il va être dans des problématiques de réduire les coûts, de réduire les congés maladie, des trucs comme ça, alors que quelqu'un qui est travailleur agricole, ben, il a peut-être mal au dos, il a peut-être envie d'avoir des congés maladie ou des choses comme ça. Et donc, forcément, analyser tout ça nous permet de mieux comprendre la politique actuelle et de savoir où se trouvent certains combats, notamment pour la gauche, et nous permet du coup de mieux comprendre le monde, quoi, d'avoir une analyse matérialiste du monde. Donc, je vous invite à aller voir cette capsule-là parce qu'elle vous permettra de comprendre d'autres capsules où on va réutiliser ce graphique. Et notamment pour ceux qui sont sur le live actuellement, on va faire ça ce soir avec Charlie. On va faire un petit jeu Où est Charlie sur le graphique. Et puis on va voir aussi au niveau du PCF et de la question de la drogue, où se place le PCF dans le graphique et pourquoi est-ce qu'il pense comme Marion Maréchal sur la drogue. Non, je rajoute un petit peu, mais voilà, c'est vrai qu'ils ont des avis un petit peu désastreux sur cette question-là, enfin je pense. Et donc on va pouvoir en parler. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut!